on a pu constater sur le marché une émergence du design qui, d'après moi, et dans le témoignage que je vous donnais juste avant dans mon parcours, on retrouvait plutôt le design en bout de chaîne, voire même, tiens, est-ce qu'on n'a pas pensé à appeler les gars du design parce que ça serait bien qu'ils fassent des écrans, parce que les devs se mettaient à développer des fonctionnalités parce qu'on leur avait dit, bah maintenant c'est ça qu'il faut faire, et ce qu'on pensait à l'expérience utilisateur, à la création de valeur, j'en suis moins sûr. Et donc ces moments-là, aujourd'hui, ont beaucoup évolué, et je trouve que depuis 3-4 ans, on est quand même dans une dynamique où le design est en train de remonter sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise plus qu'à la fin. On est plutôt en train de se dire, tiens, intégrons le design dès le départ. Je pense que le design thinking, que tout le monde s'est approprié, c'est devenu, d'après moi, un peu un grand tout et un peu un grand n'importe quoi parfois. Mais le design thinking dans les lettres noblesse a apporté beaucoup de sens à la façon dont on fabriquait, là où les grandes structures avaient peut-être dans les services des visions différentes, des priorités différentes, puisqu'on se dit, tiens, moi je suis en train d'aller à gauche, lui me demande d'aller à droite, qu'est-ce qu'on fait au milieu? Le design thinking, c'est cool, ça nous a permis de mettre en collaboration des gens qui parfois avaient une vision différente. Donc ça, je pense que ça a beaucoup apporté. Et on a vu le design remonter sur la chaîne de valeur. Voire même, ce qui se passe actuellement sur le marché, des équipes design qui grossissent et des clients qui internalisent. Donc nous, on fait de la prestation, donc on s'en rend compte. Et des clients qui internalisent des fonctions de designer. Si je vous dis il y a 10 ans quel était le plan de carrière RH d'un designer, vous alliez voir, vous étiez designer et puis vous étiez designer et c'est tout. Avec les métiers qui se sont spécialisés, l'UX Research, on va descendre sur des sujets d'UI. Tiens, c'est quoi un vrai UI aujourd'hui? Quelqu'un qui sait créer des interfaces. Avant tout était UI, puis maintenant on a des gens qui sont spécialisés sur ces métiers. Un plan de carrière dans un grand groupe, comment on se l'appropriait? Quel était l'accompagnement qu'on pouvait proposer aux collaborateurs? Tout ça, je trouve que c'est des choses qui se sont de plus en plus spécialisées, mais qui ont créé de la valeur justement à travers cette transformation. Je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça, si c'est ce que vous avez vécu dans les différentes expériences que vous avez eues. Et je trouve que ça s'est particulièrement condensé ces 3-4 dernières années. Disons, je pense aussi que ça dépend aussi du niveau de maturité de l'entreprise elle-même par rapport à ces sujets et puis aussi à son activité. Alors clairement chez Engie, on a plutôt à l'origine une culture d'ingénieur. On est quand même sur des problématiques essentiellement industrielles. Donc forcément, le design de produits, c'est pas quelque chose qui est tout à fait dans notre ADN de départ. Contrairement, j'imagine, je sais pas, à des entreprises comme Cdiscount où vous êtes quand même construit sur d'abord une expérience utilisateur et... Pas forcément. Pas forcément. Pas toujours. Débat intéressant. Pas se fier aux idées. Mais tout ça pour dire, je suis d'accord qu'il y a eu une sorte d'amorce, on va dire, et que le design a cranté un peu dans toutes les organisations, les entreprises. Néanmoins, mon sentiment, c'est quand même la route est longue. Nous, on a connu une première période chez Engie Digital, donc on a 6 années de recul, où le design, bon, on a peut-être tous connu ça, hein, où on invitait un peu nos entités à goûter au design thinking, on se prenait par les mains, on se collait des post-it sur le front. Un côté nouveau, ludique, voilà, tout le monde était très content, repartait avec son POC ou son MVP sous le bras, et très honnêtement, on ne savait pas forcément très bien ce que ça devenait derrière. Est-ce qu'on crée vraiment de la valeur à ces moments? Si ça s'intégrait correctement dans le métier. Donc, ça pouvait être frustrant. Néanmoins, je pense que cette étape que beaucoup d'entreprises ont connue était nécessaire parce que ça a permis de créer une sorte de choc culturel. Pas de transformation encore culturelle, mais au moins il y a une sorte un peu d'avant-après. Et de créer des réflexes. Créer des réflexes, se poser les bonnes questions. Après, pour que c'est un impact sur le métier, là c'est une autre affaire. Et donc là maintenant, on est dans une deuxième étape où on se concentre essentiellement, exclusivement sur des produits qui sont ancré sur le métier. Et là, il y a d'autres sujets qui se posent puisque la filière design n'existe pas en soi. On n'a pas de filière métier de designer. Donc de temps en temps, on se sent un peu seul. On ne se sent pas forcément à la bonne échelle dans le groupe. Et donc parfois, on a un sentiment un peu de plafond de verre et d'être, voilà, de courir un peu après des enjeux qu'on est un peu les seuls à... Est-ce que tu penses qu'il faut que les services design gagnent leur place aujourd'hui? C'est ce que je vois souvent, c'est une question. Oui, je pense qu'on doit faire nos preuves au quotidien. Hein. On doit constamment faire preuve de l'impact de ce qu'on fait et du résultat qu'on permet d'obtenir pour les équipes produits, notamment des équipes qui sont sur des produits qui sont déjà
en run, enfin qui sont sur déjà des services qui sont live. C'est pas du tout la même chose de faire du design en production que quand on est en discovery. Et donc c'est ça aussi la transition qu'il faut pouvoir accompagner au niveau de la filière. Oui, le design commence à être un peu infusé partout, mais trop par parcimonie, parce que je pense que j'ai mon homologue à la DIMNUM qui doit être comme moi en train de vivre les mêmes choses, mais au moins on a le mérite d'exister. Par exemple, la DIMNUM, ils ont créé des commandos pour aller réparer les services publics qui sont un peu altérés de quelque chose qui est remonté pour faire une réparation. Et déjà c'est super, ça a le mérite d'exister parce qu'au moins on les répare. Alors en 10 jours de travail, on fait ce qu'on peut, mais c'est super. Ah oui, d'accord, ils interviennent de manière très précise. C'est un commando, donc c'est super parce que s'ils y vont, c'est que de toute façon quelque chose était un bloqueur pour un citoyen, or c'est pas possible, donc ils débloquent en fait l'expérience citoyen comme ils peuvent. Et du coup, le pendant, c'est qu'ils sont pas en amorce, on n'est pas dans l'anticipation. Non. Donc en revanche, il y a une profondeur certainement à changer, mais ça, je peux pas en parler, c'est pas moi qui le mène. Et nous, au niveau de la caisse, en fait, ce sont de nouveaux métiers. Et alors, je peux avoir aussi bien, je pense, des gens qui pensent que le design, c'est faire des meubles. Donc on est encore à cette ère-là pour certaines personnes. D'autres ont compris notre utilité. On est encore dans un moment où on ne sait pas si on nous met au début ou à la fin. Donc on ne nous utilise pas toujours de la bonne manière. À l'endroit de la chaîne. Voilà. Après, pour ceux avec qui j'ai travaillé, où ça a été compris et qu'ils ont vu la valeur ajoutée, ce qu'on a pu faire ensemble, ça c'est super parce que c'est gagné, sauf qu'avant d'infuser tout ça dans des grandes maisons comme ça, c'est quand même très très compliqué. Et d'autant plus compliqué que moi je ne fais pas d'outils métiers, mais vraiment je réponds à des demandes d'État. Donc ça veut dire que je suis souvent en triptyque, donc c'est souvent la Caisse des dépôts, la commande de l'État, et puisqu'il faut bien qu'il y ait une autre administration au milieu, par exemple sur les maisons France Service, c'est nous, la commande et la NCT qui déploie sur les territoires. Donc il y a un triptyque qui vient s'ajouter. C'est passionnant, c'est super intéressant, il y a moyen de faire des projets magnifiques. Et après, même si nos métiers ne sont pas compris, quand ils sont identifiés, on nous fait confiance, on nous écoute parce qu'entre la commande et le terrain, en fait, on vient bien montrer que c'est pas que l'idée de ce service n'est pas bon. En revanche, voilà la réalité d'un terrain dans une France où il y a des gens qui sont encore en zone blanche. Il y a des gens qui utilisent un smartphone mais comme un téléphone. Donc comment adapter un service pour qu'il soit vraiment un service public d'intérêt général. Ça, moi, c'est ce que j'essaie d'emmener en culture pour qu'on s'adresse vraiment au plus petit dénominateur commun. Et donc, je me suis racheté un téléphone à clapper. Dans la peau, vive ma vie. Voilà, j'avais oublié qu'au bout de X caractères, on déclenchait un deuxième SMS et que donc si je voulais pas en avoir 50 pour celui qui a encore ce type de choses, il fallait qu'on arrive à rédiger en très peu de caractères et dans cette langue qui s'appelle le FAC pour que ça soit compris de tout le monde. Donc en fait, je me suis complètement... Je sais faire un site internet, c'est pas le sujet, je voudrais le faire pour tout le monde. Donc je m'intéresse vraiment et pas le 80-20 dont on parle, mais vraiment le 1,99 parce que si je sais faire pour ce pourcentage, je sais faire pour tous les autres. Et oui, je sais faire une application, oui, mais non, la petite dame, elle fait comment et au-delà de ça, il y a aussi les jeunes qui ne sont que sur mobile. Et donc, quand pour le coup, c'est tout l'inverse. Ouais, c'est totalement différent. C'est ça. Donc, il faut savoir s'adapter à tout ça. Ah, c'est terrible. De pédagogie. Beaucoup de pédagogie parce qu'en fait, on pense que les jeunes savent tout faire, mais non, ils ne sont que aptes. Et tout ça dans une démarche administrative qui est déjà très complexe à la base, même si on ne la dématérialisait pas, la plupart du temps, quand on découvre, je sais pas, moi, tout ce qui peut nous arriver tout au long de notre vie, on a quand même quelques formulaires et quelques pièces à joindre. Oui. Voilà. Cette période de l'année. Donc il y a et le langage administratif et
son application sans la rendre plus compliquée, parce qu'on ne peut pas la simplifier, puisqu'on ne peut pas y toucher dans une démarche digitale. Pour de la patience aussi. Voilà. Ouais. Et justement, pas que dans une démarche digitale, parce que je pense que justement un service public doit rester dans un dispositif. Et donc, quel est le dispositif qu'on met en regard par rapport à du digital, parce que l'humain ne peut pas disparaître, on a des agents merveilleux, donc en fait c'est dans un dispositif global. Ce que tu décris, Guillaume, c'est, je peux dire oui, au sein de la partie digitale Air France KLM, la partie airfranceklm.com, mais enfin, on va dire après, si je prends un peu de recul de ce que je vois dans le marché, c'est une prise de conscience et l'évolution et la spécialisation, enfin la connaissance d'autres types de design que le design d'interface qui nous préoccupe et qui est, comme le digital fait partie, enfin c'est dans le tissu de notre vie, c'est la plus grosse activité, mais après le service design, le design d'expérience, qui commence à être plus connu et utilisé. Et je pense que ça c'est intéressant et c'est bien parce qu'on se rend compte que dans les entreprises comme Air France, je pense comme NG, qui sont très dans des endroits très où il y a beaucoup d'ingénieurs, on est vraiment un monde d'ingénieurs et du coup le besoin de diversité, on le voit dans notre monde de manière générale pour adresser et mieux résoudre des problèmes du monde. C'est pas que des ingénieurs, c'est pas que des designers, et il y a plus besoin de cette diversité, de la pluridisciplinarité dans des équipes pour adresser ce que j'appelle vraiment des wicked problems, quoi, ou des choses. On parle souvent Nathalie parle de tout ce que des démarches, en fait. On a besoin de ce que des gens font quelque chose. On veut qu'ils fassent quelque chose, mais du coup, comment faire des gens, des choses, et du coup, juste un bon site, ça traite qu'une partie. Il faut s'élargir et voir l'expérience au global. Exactement. Et donc, ça, c'est ce que je vois plus dans le marché. Après, ce que je vis, c'est très disparate au sein d'Air France. Donc, je peux parler du digital, airfrance.com. Là, c'est une machine super huilée avec une vingtaine de designers hollandais, français, mais de tout, très divers et performants. Et la Digital Factory, on était un peu comme ça, sur une plus petite échelle. Et puis, le reste, c'est plus le niveau de... Il y a une prise de conscience, mais bon, il n'y a pas assez de designers. On a beaucoup d'applications et donc c'est un besoin dans l'avenir de bénéficier de cette amélioration, plus de diversité dans tous les sens, quoi. Au-delà de l'expertise, déjà le temps du design n'est pas forcément le même que le temps du développement ou de... Oui, c'est vrai. Donc pour réconcilier aussi ces deux temps, parfois sur des équipes qui sont déjà sur un produit qui existe, de devoir un peu poser le stylo, faire de la recherche utilisateur, se réinterroger sur des fondamentaux, bon, ça met un peu en stand-by tout le monde, donc forcément ça... Donc il y a une question aussi de méthode, de comment le design peut mieux s'intégrer dans des équipes existantes et sur quelle base on travaille ensemble, et puis quel est aussi le niveau de sponsoring au niveau du management. Qui soutient la démarche in fine. Très souvent, pour répondre à la question de pourquoi le design ne va pas assez loin dans certains métiers, c'est souvent une question de méthode et puis de soutien du management sur le sujet. Et de culture également, comme tu disais. Et de culture également. Et de culture, c'est toute une chaîne de valeur en fait qu'il faut transformer, mais ça s'infuse petit à petit. Il faut prendre le temps, quoi. Moi, je ne crois pas au grand soir sur le design dans les entreprises. Je pense que c'est plutôt une question de petites victoires, par petites touches, par des démonstrations réussies qu'on a eu de l'impact sur tel sujet,
que petit à petit, toute la chaîne finalement évolue, se transforme, le management commence aussi à y regarder de plus près, et c'est comme ça qu'on évolue. Quand on a réexpliqué quel était le rôle du design, à quel endroit il fallait le mettre, et plus on les ramenait en amont, mieux c'était. En fait, on a eu des gens qui nous ont dit mais pourquoi en fait? Parce que nous on n'a pas l'habitude. C'est un peu des retours qu'on a pu nous faire. Hein. Je reprends la notion de culture ou le sponsoring. Et ça a été des freins forts sur la capacité à déployer alors que le savoir-faire était là. Avec le digital, le design d'interface, le focus est plutôt sur la vélocité. On est la notion de MPP, l'agilité, enfin, ça se marie pas super bien avec un travail de UX research ou de faire du recherche en amont. Enfin, c'est quand même un peu compliqué. C'est très vrai. C'est vrai. Mais, comment nos UX chercheurs, on a 2 mois, il faut nous sortir un truc dans 2 mois. Pour moi, la vraie, il y a du change management, il y a du vrai leadership, il y a de la persuasion et de la pédagogie, des petites victoires, qui fait que, mais ça pour des gens qui représentent le design dans les grandes entreprises, tu as une bonne partie de ton temps qui doit être fait pour évangéliser, pour expliquer, pour démontrer, parce que on arrive très bien à sortir plein d'outils, mais il n'y a aucun problème, hein. On en fait plein. Et alors, dans les silos, et des gens ils sont contents. Et du coup, mais franchement, la majorité du focus est sur la vélocité et le fait de dire que je délivre. Ça, c'est un peu l'écueil de la transformation digitale. Et du coup, c'est vrai qu'on aime beaucoup, c'est un truc tangible. Je vais sortir ma date de livraison et de la prod. J'appuie sur le bouton, telle date, et puis tout le monde est là, ouais, on va boire des coups, et c'est génial. Et on est très content parce qu'on a un truc et on peut le montrer. Mais c'est vrai que du coup, ce qu'on appelle nous la definition of done au digital, ou ce que tu définis comme ce qui mérite ou pas de sortir cette app ou cette site, il y a autre chose que la date. Et, il y a le besoin. Voilà, il y a le besoin, mais j'espère que c'est un peu connu, mais ne serait-ce que c'est pas si tu veux le faire vraiment bien, ça implique cet fonctionnement d'un product team avec des designers, mais tout le long, la recherche en amont et tout le long. Et ça, des fois, si tu as 1 ou 2 designers dans une entreprise, quelques apprentis, machin, tu fais ça. Et puis c'est possible. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a la première étape, effectivement, le premier facteur clé pour la diffusion du design dans une boîte, c'est d'arriver à emporter la conviction des stakeholders. Pour emporter la conviction des stakeholders, c'est d'arriver à faire la démonstration de l'impact ou du ROI du design. Mais je pense qu'en fait, une fois qu'on a même réussi à emporter la conviction des stakeholders, ce qui est globalement le cas pour le coup chez Cdiscount, en tout cas du côté de l'entité technologique de Cdiscount, on a une chaîne de management et une direction qui est absolument convaincue et qui porte ce discours du fait que le design c'est quelque chose qu'il faut intégrer aujourd'hui, maintenant, dans ce qu'on fait, et que c'est une activité... C'est représenté à la direction? C'est pas représenté tel quel à la direction pour l'instant. C'est quelque chose de très très récent. Hein. Nous, notre équipe, elle a 18 mois. Ouais, tu disais, 18 mois. Ouais. Et on a connu une sorte d'hyper-croissance, parce qu'on est passé de 0 à 28 designers d'un seul coup. Ah ouais, quel bonheur! Enfin, d'un seul coup, en 18 mois. Il y a eu différentes étapes différentes, mais bon, on a connu un hyperscale très fort. Et avec ça, des enjeux qui sont un peu différents de ce que je suis en train de dire là, mais des enjeux d'arriver à stabiliser l'activité aussi très importants. Mais voilà, au départ, il y a un buy-in très fort. Voilà, il y a une conviction très forte qu'aujourd'hui, le design doit rentrer dans l'équation, dans ce qu'on fait. Pour le coup, par rapport à ce que tu disais, tu vois, Cdiscount, c'est pas construit avec des designers au départ. Quand j'étais encore consultant et que j'allais chez Cdiscount, c'était des PO qui me montraient des maquettes PowerPoint en disant voilà ce que je fais avec ce que je sais faire, ce que je peux faire, mais j'ai mes limitations, comment est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, le design, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Et pas du tout, avec un niveau de maturité qui n'est pas du tout celui qu'on pourrait imaginer. Mais là où je voulais en venir, c'est que même une fois que les gens sont convaincus, après la question se pose de savoir comment est-ce qu'on y va. En fait. Parce que même si on fait le ROI du design, ok, mais du coup comment est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'opérationnellement, au jour le jour, on arrive à vraiment intégrer ce que tu disais, interfacer le design avec
une culture, avec des méthodes, avec des process, avec une organisation qui ne l'intégrait pas jusque-là et qui a très bien fonctionné sans. Enfin, très bien. En tout cas, qui a réussi à survivre sans ça. Qui a fait du delivery. Voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on fait maintenant pour l'intégrer? Même si on est convaincu de sa valeur. Et là, c'est arrivé à trouver, effectivement, je pense, et c'est un travail de fond, c'est un travail qui prend du temps, et là, on est sur des logiques de change, hein, comme tu le disais, Guillaume, effectivement, où le but du jeu, c'est d'arriver à créer des communautés de pratiques, de connecter véritablement de façon opérationnelle, très pratique avec les métiers avec lesquels on travaille. En tout cas, nous, c'est aujourd'hui un chantier de fond. On mène le run comme on le peut à travers l'héritage qu'on peut avoir, méthodologique, organisationnel, qui est très tech-centré au départ, avec un gros travail de transformation vers le produit aujourd'hui. Et en même temps, on mène cette réflexion de fond, de savoir sur quelle vision d'organisation, de process, de méthode on doit atterrir pour demain faire du produit correctement et du coup arriver à intégrer intelligemment justement ces deux voire 3 streams différents qui vont être le delivery, qui vont être la research, qui sont des temporalités différentes, qui ont des exigences différentes, qu'il faut dissocier. Il faut déjà arriver à les identifier, etc. Nous, on a aussi de gros enjeux, je ne sais pas si c'est votre cas, mais de gros enjeux de sémantique, c'est-à-dire de langage. C'est-à-dire le langage dont on parle. En fait, on ne peut pas arriver à se mettre d'accord si on ne parle pas le même langage. C'est obligé. Et en fait, on a au départ cette espèce de choc de culture, de choc de pratique où chacun arrive avec ses propres convictions, mais aussi ses propres outils, ses propres méthodes. On a ça au design, on a ça au métier, on a ça à l'IT, à l'archi, etc. Tout le monde arrive avec ses trucs et tout le monde arrive un peu sur la table en disant « moi, c'est ma bonne façon de faire ». Et en fait, arriver à trouver c'est plus qu'un consensus, mais en fait, ces moments de grâce, ça prend du temps, quoi. Voilà, donc je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'il y aura de grands soirs, il y a un travail de fond à mener en fait sur ces sujets-là, qui demande de l'énergie, et en même temps qui est passionnant, quoi, finalement, parce qu'on voit qu'il y a une transformation profonde qui est en cours, à laquelle on participe, et il faut trouver effectivement sa position, il faut trouver des positions, prendre des positions, et créer de l'impact. Et ça, je pense que c'est tout l'enjeu. Il y a quand même un contexte qui est très favorable, puisqu'on voit bien aujourd'hui que les champions de l'économie, ce sont les Uber, les Amazon, les expériences compagnies, comme ils disent au UK, aux US. Et je pense aussi que les décideurs, ceux qui peuvent se pencher sur ces questions-là, ils voient bien que les champions de l'économie sont ceux qui ont tout misé sur l'expérience délivrée aux utilisateurs finaux. Donc je pense aussi qu'on est en termes de timing, on est dans le bon contexte aussi pour faire résonner tout ça. Ça crée des repères. Ça crée des repères. Et puis eux, ils ont réussi en faisant ça. Il y a cette fameuse aussi symétrie des attentions entre ce que vivent les utilisateurs dans leur quotidien et ce qu'ils vivent avec les produits ou les services de l'entreprise, qu'il faut constamment mettre sur la même ligne. Et puis les décideurs eux-mêmes ont une propre expérience personnelle de tous ces services qui forcément aussi les interrogent sur les services que proposent leurs propres entreprises. Donc il n'y a peut-être pas encore de VP Design dans tous les COMEX ou tous les CODIR de tous les grands groupes, mais néanmoins le sujet il est palpable au quotidien. L'organisation du travail, moi je vous en parlais à travers mon expérience tout à l'heure. Je pense que c'est un des sujets majeurs sur lesquels les entreprises devraient tourner leur regard, qui est parfois pas très bien adressé. On entend parler d'agilité, ça c'était le mot à la mode, alors plus personne que c'est. Ne sait ce que c'est. La dernière fois, je sais plus quel fast-food, là c'était BioGine. Super, je vais au fast-food, je suis agile. On entend toutes les pubs. On est devenu un truc où on fourre un peu tout dedans et on s'intéresse pas aux problèmes du terrain. Je vous donne quelques exemples, je ne citerai pas de nom. On a travaillé sur des sujets de transformation agile, mais on pourrait le corréler à la partie design. La mesure de ce qu'on a bien fait ou pas, c'était le nombre d'équipes qui utilisaient Scrum. Et on disait, sur les 14 équipes qu'on a, il y en a 8 maintenant qui font les 6 rituels, donc 100% de taux de complétion de Scrum. Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on est dans une vision de ce qu'on va pouvoir apporter à l'entreprise à travers ça? Non, on perdait de vue. J'ai vu l'avènement des UX designers, quand on a dit attends, toi ton métier c'est de faire de l'interface, moi c'est de réfléchir à des parcours. C'est ça, moi j'ai vécu. Donc on disait non, on va séparer les deux, donc toi l'UI tu vas colorier, et puis l'autre il va faire des trucs intelligents, etc. Donc là, paf, les UX designers, on a vu les prix qui montaient, tout le monde voulait s'acheter des UX designers, on ne trouvait pas sur le marché, ils n'étaient pas bien formés, etc. Mais on mettait des UX designers dans la boîte, et après on disait allez, il faut faire des parcours. Alors les gens faisaient des parcours, est-ce qu'il y avait une vraie valeur ajoutée? Est-ce que c'était dans une cohérence globale de ce qui étaient les enjeux? Et je reprends le sujet, c'est que souvent
on arrivait avec une solution et pas un problème, là où est le taf du designer finalement, c'est d'aller détecter ce qu'est le problème pour proposer des solutions, etc. Non, il fallait faire. Et ce moment-là, je trouve qu'on le réplique beaucoup dans la façon dont le design est intégré dans les entreprises. Alors, du coup, c'était une de mes questions. Est-ce que c'est ce sentiment que vous avez eu aussi? Et à l'inverse, qu'est-ce que vous faites pour contrecarrer ça? Que le design soit ramené un peu à la partie maquette, ou juste cette partie-là, sans pouvoir intégrer vraiment de la vraie recherche et la compréhension des problèmes, parce que c'est complexe, c'est très complexe, des humains et tout. Que du coup, c'est toute la difficulté de faire en sorte que cette partie recherche, que le design est vu comme une pratique globale de recherche, de parcours, et puis la partie visuelle que tout le monde voit, et ça, de voir des maquettes, mais ça, des gens sont très focalisés sur ça, et c'est vraiment, c'est bien et c'est pas bien, parce que, tu trouves des gens qui sont capables dans un rôle de consultant, par exemple dans une entreprise, et que le commanditaire lui dit de faire une série de maquettes, et il n'a pas fait de recherche, il ne sait pas, et c'est en gros, il a un truc pour faire plus joli. Il y en a qui le font parce que s'ils disent c'est pas mon travail, on va lui dire mais on trouvera bien quelqu'un qui voudra dire oui. Donc en fait, c'est vrai que le pouvoir de dire non, faut que le design soit vu comme une pratique avec ces trois parties, sinon non. Une bonne idée aussi, c'est de définir d'emblée quelles sont les métriques qu'on se donne, sachant que d'un sujet à l'autre, d'un produit ou un service à l'autre, les objectifs poursuivis ne sont pas forcément les mêmes, et ça se traduit concrètement aussi en matière de métriques en design. Donc, alors il y a des métriques standards sur l'adoption, évidemment, sur l'expérience telle qu'elle est vécue par les utilisateurs, perçue, etc. Mais après, il y a des situations différentes. Nous, par exemple, chez Digital, on a des solutions qu'on déploie sur le terrain. Les utilisateurs finaux n'ont pas le choix de l'utilisation de la solution. Donc forcément, le critère d'appréciation du nombre d'utilisateurs, c'est pas très pertinent. Par contre, le temps qu'il va gagner dans son quotidien par rapport à l'utilisation là, ça devient un métrique évidemment beaucoup plus pertinent. Donc je pense aussi que le rôle du design ou du designer, c'est de pouvoir aussi, avec son équipe produit, définir quels sont les bons KPI qui vont permettre de mesurer l'impact de ce qu'il fait et de sa valeur ajoutée au sein de l'équipe. Il n'est pas rare que moi j'ai vu des publics de designers qui ne s'intéressaient pas à une gestion de KPI. Regarder mon design à travers une analyse un peu scientifique, une démarche un peu mesurable et tangible, pour moi, ce n'est pas des standards que je retrouve aujourd'hui. Alors ça l'est de plus en plus, mais ce n'est pas un standard. Il y a une espèce d'éducation à faire dans la manière dont on aborde ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie de l'outillage du designer par défaut. Après, je pense aussi qu'il y a beaucoup de designers qui sont seuls, qui sont isolés en fait dans une équipe qui déborde de profils tech, de développeurs, et qui n'ont pas suffisamment de poids. Donc c'est pour ça que s'ils sont affiliés à une practice qui pousse des standards, une culture des metrics en la matière, là du coup sa voix n'est plus la même au sein de l'équipe. Et puis je pense aussi qu'il y a un autre sujet par rapport à ça, c'est notamment le rôle des PO, des product owners, voire des product managers, de comment aussi eux-mêmes, d'un point de vue méthodologique ou culturel, ils veulent utiliser le design. Il y a des designers qui finalement dépendent d'un PO qui ne voit pas forcément l'intérêt de faire de la recherche utilisateur parce qu'il a déjà une idée très, très précise en tête de ce qu'il veut faire, et puis inversement, d'autres qui sont beaucoup plus ouverts. Donc il y a aussi une question de s'aligner finalement sur la méthode commune, non pas juste entre designers, mais entre les designers et la suite de la chaîne. Moi, ce que j'ai fait pour pouvoir dire non, déjà, puisqu'à deux, c'est compliqué d'exister, en fait, on a fait notre offre de studio design comme une agence. C'est un travail qui a été initié chez Voilà, parce que quand on vient nous voir, on sait se présenter. Quand on va voir des collaborateurs, on peut se présenter, on peut se raconter. Et quand ils nous passent une commande, en fait, je fais une réponse d'agence. Voilà, avec ma vision de ce qu'ils m'ont dit, on recommence par d'abord redéfinir ce qui a été dit, parce que sur le problème, il n'est pas à gauche, mais à droite, et puis certainement
Bien ailleurs, puisqu'ils arrivent des solutions, donc ils viennent déjà avec une vue faussée des choses et avec de la recherche, nanana, tout ça, et puis ils veulent ou ils veulent pas. Mais de toute façon, je ne le ferai pas autrement. Donc soit ils me prennent pour cette méthode, et sinon ils ne me prennent pas, ils ont leurs copains les développeurs qui développent. Le fait d'avoir packagé ton offre, c'est ça ça. permet de dire attends, non, ce que tu me dis, moi ça sort de ce que je sais faire finalement. Voilà, et non, j'ai pas le temps ou pas l'argent, ben c'est pas grave, vous avez les développeurs qui vont penser à un parcours et coder en même temps, ça sera très bien. La question de la montée en compétences, vu qu'on est une équipe assez jeune, c'est pas une question qu'on a traitée là frontalement, tu vois, de façon très directe, sur la montée en compétences de leur expertise à proprement parler. Sachant que, étant une équipe jeune, on a beaucoup de prestations, on a des logiques, enfin, on a des objectifs d'internalisation et de recrutement effectivement. Mais pour l'instant, c'était pas un enjeu très fort puisqu'on a une durée de vie pour l'instant qui était plutôt courte. Alors qu'au départ, il faut structurer l'équipe. Exactement. Qu'elles savent déjà travailler notre ensemble. Notre enjeu, c'était déjà. Faire des squads. Alors, c'était déjà qui, en fait? Donc, quel profil? On parlait. Enfin, je veux dire, c'est des philosophies qui sont quand même assez différentes. C'est savoir, est-ce qu'on parle du UX designer, de UI designer, de product designer? Et quand on parle de ça, qu'est-ce qu'on définit derrière, etc. Donc, ça, c'est un travail qui est toujours en cours. On est toujours en train de réfléchir sur ces sujets. Maintenant, comme on ne peut pas passer que son temps à réfléchir et qu'on doit aussi agir, on n'a pas attendu de se mettre complètement d'accord pour travailler dessus. Donc on a mis en place des choses. On a d'ailleurs en peu de temps finalement réussi à mobiliser des expertises qui sont très vastes, hein, parce qu'on a aujourd'hui on a des product designers, on a des UI designers qui s'occupent des design systems, effectivement, des product designers qui sont intégrés directement dans les équipes opérationnelles en mode squad, effectivement avec le métier et l'IT, dans les différentes marques pour lesquelles on travaille. On va avoir des profils un petit peu plus transverses qui vont travailler potentiellement par marque aussi, comme l'UX Writing par exemple, ou alors le UI Design sur la partie Design System, voire le Service Design aussi. Récemment, on a intégré cette expertise-là. Et puis ensuite, à la maille au-dessus, à la maille de l'organisation, au-dessus de l'ensemble de ces assets, on a aussi du transverse on fait du Design Ops, du Service Design aussi, et du Management, évidemment. Donc on a différentes mailles, on adresse différents niveaux. Et en fait, cet écosystème de compétences et d'acteurs évolue en fonction du marché, des besoins, enfin voilà, de la vie de l'entreprise. Donc on est plus en fait aujourd'hui en train de se concentrer sur comment est-ce qu'on arrive à construire une organisation qui soit scalable et qui est capable en fait d'accuser des staffings et des déstaffings en fait au regard des événements et des besoins, on va dire. Que sur comment est-ce qu'on fait monter en compétence les individus sur le cœur de leur expertise. C'est une prochaine étape une fois que vous serez Exactement. bien Après, en place. Ce qu'on fait évidemment, c'est que comme on a plein de gens avec des expertises très différentes, on a envie de capitaliser dessus. Ce que nous on a mis en place, c'est que on a des moments effectivement où les designers ont leur vie en fait dans les équipes métiers avec la comitologie, les process, et ils suivent en fait ces process et donc là ils vivent leur vie au sein de ces équipes là. Et nous on a installé aussi une comitologie et des moments où on se rencontre, on discute, des rituels, on prend le temps de se rencontrer et notamment ce qu'on tient à faire et ce qu'on a réussi à tenir là, ces derniers mois, c'est d'avoir une demi-journée par semaine, on se retrouve tous les assets confondus, tous les corps de métiers confondus. Et tous les lundis après-midi, on organise, déjà on fait de la descente d'informations au niveau de l'organisation évidemment, mais aussi on organise des design reviews, des design sparring, des masterclass sur ce genre de choses. Et on essaye de plus en plus, même si on n'a pas forcément toujours le réflexe encore, mais d'inviter justement sur ces instances-là, qui sont des instances dédiées au design, des personnes extérieures. Donc des PO, des PM, des coachs agiles, de l'IT, etc. pour qu'ils puissent se rendre compte, qu'on puisse en fait les immerger directement dans le monde du design. L'idée, c'est pas de les convaincre d'adopter nos outils, un petit peu quand même, et nos méthodes, etc. Derrière, on le dit pas, c'est tout. Hein. Non mais l'idée c'est ça, c'est d'arriver à infuser en fait. On parlait de diffuser, en fait nous c'est un mot qu'on utilise au fait, diffuser le design au sein de l'organisation. C'est pas forcément avoir un ETP qui prend une position quelque part. C'est quelle va être la voie de cet ETP et comment est-ce qu'il va réussir à diffuser une pratique. Enfin, on n'est pas honneur de cette pratique au départ. Enfin, il y a des expertises. Je pense que les enjeux c'est d'arriver à faire reconnaître qu'il y a des expertises qu'on a nous au sein de l'équipe
qui ne peuvent pas être des expertises que peuvent prendre aujourd'hui des product owners ou des PM ou l'IT, parce que c'est des expertises très spécifiques sur lesquelles nous on reste en maîtrise. Mais par contre, la culture, les process, les méthodes, c'est quelque chose qui doit être effectivement partagé avec le reste de l'orga, et c'est l'occasion de pouvoir le faire, de travailler, en fait, de multiplier les points de connexion avec ces métiers-là, de leur montrer comment nous on travaille, comment nous on réfléchit sur des problèmes. Déjà, comment est-ce qu'on réfléchit sur un problème, c'est compliqué, hein. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, le réflexe, et je pense que c'est culturel et on a été éduqué comme ça, c'est de penser solution. Si on arrive sans solution avec une date à l'école on faisait ça, hein, c'est-à-dire tel jour on doit rendre son devoir, donc on doit rendre la solution d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Mais du coup, réfléchir sur le problème, on n'est pas du tout à l'aise avec ça. Du coup, il faut complètement se rééduquer. Parce que c'est pas évident, parce que c'est une zone trouble, parce que potentiellement ça va faire surgir d'autres questions qu'on n'a pas anticipées et que du coup, on n'a peut-être pas envie de les voir. Mais pour autant, il faut arriver à faire la démonstration qu'on va plus à gagner en faisant ça qu'en restant concentré sur la solution. Et là, typiquement, alors je diverge un peu, mais par rapport à ce que tu me disais, comment est-ce qu'on fait monter en compétence les designers avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est en multipliant au maximum ces points de connexion entre les designers et les designers avec le reste de l'organisation, et en arrivant à leur donner les moyens d'arriver à mieux discuter, à mieux diffuser leurs pratiques, à mieux collaborer aussi, et entre eux et avec le reste de l'organisation, et du coup à partager des objets comme les KPI, comme des OKR, à pouvoir se les approprier, pouvoir en reparler aussi avec le reste de l'organisation. Et ça, c'est pas hyper simple. On a une organisation quasi similaire à la tienne. On est à peu près, dans le studio design, on est à peu près 25 collaborateurs, donc c'est principalement des UX et des UI. Mais on a également aussi une équipe comme toi qui développe le design system, pilote le design system, et puis on a des compétences transverses, donc on a un des ops, grâce à Monsieur Lise, voilà, instant promo, et merci Régis en face. Voilà, exactement, et puis aussi une compétence qui permet d'assurer un peu le front office quelque part avec nos différentes parties prenantes, pour un peu mettre sur la table ce qu'on est capable de faire et pouvoir accompagner les besoins, et puis le staffing en conséquence. Et puis donc comme toi, on a un rituel qu'on appelle le Friday Studio. Donc c'est pas une demi-journée, c'est quasiment une journée, mais une fois tous les 15 jours. C'est bien. Et donc il s'agit de faire de l'échange aussi de bonnes pratiques, faire des designs critiques. Parfois on fait aussi des workshops sur des sujets transversaux. Là par exemple on a beaucoup travaillé ces derniers temps sur le design hub, qui va nous permettre, qui est un outil qui va nous permettre finalement de centraliser toute la connaissance utilisateur qu'on a à l'échelle des différents produits sur lesquels on intervient. Donc ça peut être aussi de la veille, de l'inspiration. Après on peut aller un peu plus en profondeur sur certains sujets. Comme vous également, on invite aussi d'autres profils selon les sujets, et puis on invite aussi d'autres entreprises. Donc il n'y a pas longtemps, on a fait tout un workshop avec le studio de la RATP pour réfléchir justement sur comment on calcule l'impact du design. Là dernièrement, l'équipe Design System a rencontré celle de Total, de Thales et d'Air Liquide pour faire un tour de table aussi d'expérience sur le Design System en particulier. Donc voilà, donc la collaboration elle se joue en interne mais aussi beaucoup en externe, parce que finalement tout ça se construit petit à petit autour de nous, et il y a beaucoup d'intérêt à mettre tout ça en commun. Il y a même, je pense, de l'intérêt à mettre certains sujets en open source, notamment le design system. Il y a beaucoup de ressources qu'on pourrait partager sur des problématiques métiers communes, quoi. Donc voilà. Et après il y a la question de la compétence. Ça aussi c'est pas un sujet simple, hein, parce que quand on est designer chez NJ, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que c'est quoi le next step? C'est quoi le truc d'après? Et en tant que manager, c'est pas une question facile à laquelle répondre. Donc déjà, il faut créer les conditions pour qu'il y ait de la mobilité au sein même de l'équipe, qu'on puisse changer de projet, d'équipe produit. Ça aussi, c'est pas simple, hein, parce que les équipes produits finalement sont attachées aussi à l'historique, à la connaissance qu'a le designer de ses utilisateurs et de son produit. Et puis après, il y a une question pour la practice finalement de comment on tire tout le monde vers le haut. Donc à travers les échanges de bonnes pratiques, des efforts de formation, individuels ou en collectif. Nous, ça nous est arrivé de faire des formations tous ensemble, en même temps,
On a notamment suivi une formation qui s'appelle This is Service Design, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est vraiment top et qui permet de le vivre aussi en équipe. Donc ça fait un peu une petite piqûre de rappel sur les fondamentaux d'un coup d'un seul pour toute l'équipe. Donc ça c'est pas mal. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir tout simplement aussi s'entraider. Dire je vis une situation dans mon équipe, potentiellement tu vis la même, il y a peut-être des choses qui ont déjà été faites de ton côté. Et donc l'idée aussi c'est de partager aussi des ressources communes quand il y a des personas qui sont en commun, etc. Nous on a intervenu sur de nombreuses missions coaching. Et en gros, les équipes viennent nous dire il faut faire monter en compétence ces personnes-là. Ça peut être sur l'agilité, ça peut être sur le design, ça peut être sur plein de fonctions. Le plus souvent, la première question que je pose à des clients, c'est de leur dire ok, vous faites quoi aujourd'hui? Vous en êtes où là-dedans? En fait, on voit que la démarche, elle est déjà pas très claire. C'est souvent pour ça qu'ils font appel à des services extérieurs pour dire donnez-nous un cadre de travail. Et là, c'est un peu ce que vous avez fait, c'est donner un cadre de travail. Mais il y a un truc qui est hyper important, c'est est-ce que vous allouez du temps à la montée en compétence de vos équipes? Et vous, c'est ce que vous faites. Le plus souvent, on est obligé de feinter, c'est-à-dire que vu qu'on arrive à gagner sur le delivery, on revient à cette notion de delivery, vite, c'est la vélocité, on rogne un petit peu, et puis dans les petits trous d'air qu'on arrive à avoir, hop, on vient placer un atelier, hop, on fait un truc. C'est pas simple comme sujet, parce que déjà toutes ces équipes... C'est-à-dire investir dans du temps pour que se développe. Des profils internes et externes, donc déjà aussi il y a ce sujet, quoi. Regarde la gestion de budget, tu as tes ETP, tu fais ton calcul budget à la fin et tu dis ok, j'enlève une demi-journée par semaine et ce truc-là, je le facture pas. Les externes, quelque part, c'est leur agence qui est censée investir là-dessus en termes de formation. Donc pour moi, le sujet, c'est plutôt comment on développe un savoir-faire commun, voire même un savoir-être vis-à-vis de nos parties prenantes. Mais on ne peut pas non plus remplacer l'employeur des uns et des autres, notamment pour les externes. Quand on s'est approprié le découpage du travail du design, ce qui est quand même une tâche ardue, à commencer à avoir des flux sur lesquels on peut mesurer à quelle vitesse on fait passer quoi. Et donc ça c'est un travail qu'on mène généralement dans les équipes DesignOps. On vient vite y brancher des outils de ticketing, de management, ce qui, encore une fois, en termes d'appropriation des designers, il y a beaucoup de réticence à ces sujets-là. Et pourquoi tu veux fliquer mon travail? Pour un développeur, c'est évident. Pour un designer, c'est non, moi, je ne vais pas aller créer des tickets. Donc, généralement, on met une surcouche un peu... pour l'instant, on n'en parle pas trop et on ne le montre pas trop. Et petit à petit, on arrive à montrer que l'orientation des priorités qu'on peut prendre, ça permet d'être focus sur des tâches et donc d'aller un peu plus vite. La dispersion, c'est l'ennemi de tout ce que nous faisons. Et on montre les progressions. Ça, c'est important aussi de montrer les progressions. Donc, c'est un peu ça nos tips aujourd'hui. Un, c'est comment on découpe les tâches. Et ça, c'est pas toujours évident. Deuxième chose, c'est ce qu'on va aller piquer des outils de l'agilité. Et Kanban, ça fonctionne très très bien parce que ça demande de rien changer. Contrairement à Scrum qui dit on va changer la manière dont on va organiser le temps de travail. Kanban, il suffit juste de la poser dessus et lui, il épouse la façon dont vous travaillez. Et puis, de la même manière, ça nous permet de détecter des endroits où il y a des pain points, où il y a des ralentissements. On avait fait un exercice assez intéressant avec Romain au bout d'un an de mise en œuvre de ces sujets-là. On s'est rendu compte que sur certaines équipes où on disait « Ah, ça traîne, qu'est-ce que fait le design ?» En fait, on avait des temps de validation qui étaient 5 à 6 fois plus longs que sur d'autres équipes. L'idée, ça serait plus de dire que pour une équipe design, c'est plus important de focus sur les outcomes, pas le output. Donc voilà, et dans le outcome, c'est vraiment quel est le changement qu'on voit, quelle est l'amélioration qu'on vit, qu'on peut vivre quand on délivre. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir les deux, enfin, tu as les notions, mais le fait de focus sur le outcome, donc quelle est la traduction? Résultat. On peut aller chercher l'impact. L'impact, je pense. C'est ça. Mais je pense d'avoir ça en tête. Dans ce que tu dis, je pense qu'il manque un truc, parce que tout est toujours très chiffré. Bon d'accord, ça marche très bien avec certaines personnes, mais je pense que c'est important aussi de mesurer
un peu d'émotion dans la vie. Ouais. La santé Bah, de l'équipe, savoir que si un c'est produit qui phase change avec la toi vie, sur ça, oui. Je suis désolée, Ouais. ça te rend heureux, tu passes moins de temps. Oui. Et Améliorer la vie des gens. Et ça, Voilà. ça doit être la vision de... Exactement. Enfin, pour moi, Parce que bon- ça doit être la vision de quand on sort des produits digitaux ou autres, comment on améliore la vie des gens avec parce ça. que, ok, ils ont gagné une Ça, heure. c'est la partie noble. Après, Voilà. c'est sûr qu'il y a un monde, il y a un business à faire, il y a... Enfin, donc Mais- ça, il faut que tout ça vive ensemble, quoi. C'est ça, mais c'est bien parce qu'on peut donner les chiffres à faire, une heure de gagner, nanana, un coût diminué, c'est centralisé, design system, mais tout le monde est heureux. Je pense que c'est important. J'ai fait 3 méthodes pour évangéliser l'éco-conception au sein de la Caisse des dépôts à différents niveaux, donc de conseils et de sensibilisation et des méthodes, différentes pour quand on fait un produit, on ait des cartes et qu'on conçoive ensemble avec tous les experts autour de la table pour se dire ok, on n'oublie ni les devs, ni je sais pas quoi, tout le monde autour de la table, ni le client, et on remplit le jeu pour avoir un site éco-conçu, parce qu'aujourd'hui des méthodes il y en a très peu, c'est le problème, des formations il y en a très peu. Il y a des volontés, mais des méthodes. Voilà, mais bon, il y a tous les standards en ligne, donc on s'est fabriqué ça parce qu'en plus j'ai découvert une chose magnifique, c'est qu'on peut donner des subventions, et donc moi je donne des programmes de recherche, et notamment j'avais mis ce sujet qui me tient à cœur, et surtout à ma collègue qui est Greta. Et donc Greta me remet toujours en perspective qu'il faut éco-concevoir, donc on avait donné ce projet à une école pour le travailler avec nous, parce que justement je voulais une méthode, parce que c'est bien beau de dire ça, mais à un moment donné il faut le faire, et donc on a fabriqué une super méthode. Voilà. Nous, ça impacte à la fois la méthode, donc la façon dont on fait du design. Donc on n'a pas standardisé encore la méthode de ce point de vue-là, mais c'est quand même un réflexe qu'on a au quotidien de s'interroger sur le sujet. Et puis après, il y a la question aussi des standards front, notamment sur notre design system. Notre design system d'ailleurs qui est accessible en open source. On a tout un dark mode, tout notre design system est développé en dark mode, donc les opérationnels, les développeurs qui utilisent nos composants peuvent les avoir directement en dark mode, donc ça c'est déjà un premier niveau de réponse. Et puis après il y a aussi le fait de pouvoir aussi dévier sur d'autres sujets, notamment en termes d'accessibilité numérique, alors c'est un sujet disons connexe à l'éco-conception, mais c'est un travail aussi qu'on mène, de faire en sorte que le design system demain, tous les composants soient accessibles et permettent... Normalement, c'est une obligation. Voilà. Donc, après, ça peut être une obligation équipe par équipe, produit par produit, etc. Là, l'idée, c'est de le mettre à disposition de l'ensemble du groupe. Maintenant, nous, on n'a pas la maturité encore pour l'intégrer dans nos standards, ça n'a pas été le cas. Déjà, les standards des standards, c'est encore des Déjà choses commencer qui par sont ça. inventées, voilà. Mais après, on pourrait se cacher derrière l'idée de se dire on va déjà commencer par ça et après on pensera à l'éco-conception. Je pense que là, c'est juste une question de moyens, de temps, de bande passante, que de ne pas intégrer encore cette dimension-là et de ne pas prendre ce terrain-là pour aller se battre aussi, pour le pousser comme étant un standard. Parce qu'on voit aussi le travail que ça va être, quoi. Voilà. Ouais, ça, c'est conséquence. Et voilà, de conviction, pour le coup, dont on parlait avant même de pouvoir commencer à mettre en œuvre quoi que ce soit. Pour autant, c'est un sujet qui nous trotte dans la tête. Mais bon, pour l'instant, opérationnellement parlant, il faut bien admettre qu'on n'a rien déployé encore là-dessus. Ça dépend d'où on parle. Le digital, À une toi fois de de plus, décider. le B2C, ça c'est rodé. Et comme on disait avec Quentin plus tôt, nous, le grand avantage qu'on a chez Air France, c'est que moi je travaille pour l'interne, donc tous les métiers d'Air France, donc ils sont là, avec nous, et même pour la partie B2C, nos passagers, ils ont juste à aller un peu plus loin à l'aéroport, ils sont dans les terminaux et dans les salles d'attente pour faire de la recherche, donc c'est Ils sont à tout à portée fait. de main. Et Après, c'est plus propice. pour la Digital Factory, c'est
clair que c'était en continu, mais une fois de plus, c'est lié à un projet. Si on parle de la recherche proactive et quelque chose de normé de recherche proactive, ce qui est un peu le rêve, on va dire le Graal d'un travail UX, non, on n'est pas là encore, non. Mais il y a quand même des facilités et des réflexes qui sont pris par les équipes. D'aller... Ah oui, il y a cette disparité encore une fois de plus, mais dans ce que je connais du digital et le Digital Factory, oui. Ouais. Moi j'ai cette chance quand même, de pouvoir ne pas travailler dans la commande. Parce qu'on fait de l'innovation publique et j'ai une facilité de terrain et d'observation magnifique, puisque comme on est souvent financeur et acteur, j'appelle René, je lui dis il faudrait une dizaine de maisons France Service, je veux toutes les régions parce qu'il ne se passe pas la même chose dans le nord que dans le sud. Il me demande à chaque fois qu'est-ce que tu veux encore aller explorer, je lui explique. T'occupe pas. Je veux ça. Il me dit tu me laisses réfléchir. Qu'il les connaît tous, puisque c'est l'animateur du réseau France Service, et il me dit voilà, c'est toutes celles-là qu'il faut que tu contactes pour aller les voir, et je les contacte et je reste 2 jours, 3 jours, 5 jours avec eux, tout dépend de ce que je suis en train de chercher, et c'est magnifique. Un gros panel à disposition. J'ai un panel, et en plus en étant dans ces maisons-là, j'ai donc les agents et les citoyens. Donc je fais ma double observation, immersion, réellement, c'est le bonheur. Un coup de téléphone, je pense que ça citoyens, fait serrer les dents de 2-3 designers. Moi la première, Ça marche. Voilà. Donc c'est génial. Et en termes d'innovation publique, c'est important parce que les gens sont super contents qu'on s'intéresse à leur service, parce qu'on ne sait pas si on va réussir, on a une idée, on vient la vérifier, la tangibiliser, on fait nos protos, et ils sont super contents qu'on s'intéresse à eux, qu'ils soient considérés, et que ça soit d'ailleurs citoyens ou agents, et ils sont vachement force de proposition, et on repart toujours, comme d'hab, enrichi, en se disant la prochaine fois on fait ça, donc là on va là, et voilà, ça permet vraiment de faire de la recherche, et là pour le coup d'innovation et pas incrémentale. De notre côté, on n'a pas encore de démarche exploratoire encore très très structurée. Par contre, on a déjà cranté depuis plusieurs mois maintenant une démarche de research qui est co-construite avec le métier. Notamment, donc on a une roadmap research qui est à la fois exploratoire, à la fois évaluative, sur un petit peu tous les sujets. Mais à chaque fois, c'est tracté par un projet généralement, quand même derrière. Il n'y a pas d'exploratoire au sens pur du terme, c'est-à-dire on va sur un terrain et on se laisse complètement étonné par ce qu'on va pouvoir observer ou recueillir. On essaye d'aller vers ça, mais encore une fois, là c'est pareil, c'est une question d'échelle, de temps, de maturité, mais on y tend en tout cas. Déjà, la première étape, c'est se poser la question quand il y a un projet qui arrive, avant d'aller trop vite dans la solution, c'est déjà une première étape. Ce qu'on se disait tout à l'heure, de toutes les façons, tu re-challenges forcément l'expression de la solution et même l'expression du besoin qu'il y a derrière la solution qui va être exprimée, quand il n'y a pas de solution à exprimer. Et là, dans tous les cas, déjà, tu redéfinis une stratégie de research qui n'était pas forcément celle à laquelle avait pensé l'équipe qui est venue te voir au départ. Et ça, c'est plutôt accepté maintenant. C'est-à-dire que nous laisser la possibilité de définir, de dire en fait qu'est-ce qu'on doit aller chercher exactement comme information, pour rechallenger l'information qu'on doit aller chercher et comment on va y aller, ça c'est pour le coup c'est plutôt acquis. Mais peut-être Quentin, dans ce que tu dis, c'est en croisant les enseignements de tes recherches que tu vas trouver des idées. Alors nous on a déployé au sein de l'équipe, il y a une démarche atomique de la research, effectivement. Et pour soutenir cette démarche-là, on a aussi un research system, tu parlais d'outils tout à l'heure. On a déployé un Dovetail qui nous permet justement de soutenir cette démarche en atomic research, et qui doit nous permettre justement de détecter aussi des informations auxquelles on n'avait pas forcément... qu'on n'allait pas chercher forcément au départ, et qui vont nous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités. Voilà. Donc oui, on a cette démarche-là, mais elle n'est pas structurée en mode exploratoire, elle est plutôt... encore en approche test and learn. Oui, voilà. C'est vrai, pour revenir à ce que vous disiez tous les deux, moi je travaille avec Pierre Vincent Interpark, on a développé déjà un panel, en fait il y a plein de gens qui sont volontaires pour passer des temps, et très souvent disponibles. On a vu en fait qu'il y avait un réel engouement derrière, parce que les gens ça les intéresse.
Et effectivement, on a créé vraiment un petit comité avec des gens du métier, du marketing, du CRM, du content, des gens un peu partout, qui vont collaborer ensemble sur des sujets comme ça et partager en fait tous les retours qu'ils ont au quotidien. Et là, actuellement, effectivement, on se penche sur un repository, donc on compare pas mal de choses, comment mettre ça en place, parce qu'on a énormément de sources. On a des outils pour récupérer la donnée sur le call center, plein de choses côté, on a des équipes côté réseaux sociaux, plein de choses, côté expérience, la sortie des vacances des personnes, pareil, ils ont un énorme formulaire à remplir, on a vraiment des sources de partout. Et on voit qu'on essaye d'échanger entre nous, mais des fois ce serait plus pratique d'avoir un endroit où il y a tout, on puisse accéder. Alors, C'est l'enjeu en ce moment. La récolte. De notre côté, il y a effectivement les researchers en ce moment font un travail formidable justement d'arriver à se connecter, je reprends le terme connecteur parce qu'il est vraiment hyper important, avec toutes les personnes dans l'organisation qui vont être détentrices d'une façon ou d'une autre d'une information qui, mise en relation, on peut formuler des insights hyper puissants. Et parce qu'en fait aujourd'hui les connaissances sont plutôt silotées, il y a même des gens qui savent des trucs qui ne savent pas que c'est intéressant pour d'autres personnes potentiellement. Donc ça, faut arriver à le désiloter, à l'identifier, donc identifier les acteurs, les personnes, ensuite arriver à leur faire formuler l'information qu'ils détiennent, qui peuvent être intéressantes à partager, savoir comment est-ce qu'on la partage, comment est-ce qu'on... Et tout ça c'est assez fort. Effectivement il y a ces initiatives-là qui sont menées en interne, qui sont en train d'ailleurs de donner leurs fruits maintenant. Donc ils ne sont pas que juste le travail issu de la research par les researchers de l'équipe design, mais aussi des autres. Voilà, mais qui est aussi dans la culture de l'entreprise, d'arriver à se faire connecter les acteurs qui peuvent aussi challenger leurs propres informations qui parfois sont aussi juste des intuitions. Et ce qui va être intéressant, c'est d'évaluer, et ce qui est en train d'être mis en place par l'équipe, c'est de se dire ce qu'on considère comme étant une information, quel est le niveau de confiance qu'on a dans le fait que c'est une information qui est réelle, pertinente, récente aussi. La récence de l'information est hyper importante dans des milieux qui bougent énormément comme le e-commerce. Et à quel moment on passe le statut d'une information justement d'une intuition à une information sur laquelle on peut se baser, sur laquelle on peut construire justement des hypothèses d'opportunités ou de problèmes à résoudre. Et tout ce travail est en cours, mais c'est passionnant du coup. C'est des gros chantiers. Ah bah alors justement, c'est ça les sujets. C'est en cours, c'est des travaux qui sont en cours. Malheureusement, on compare vachement en ce moment tout ce qui existe, mais c'est dur de trouver l'outil vraiment. Ouais, parce que l'outil n'existe pas pour. Après, ça dépend des sources que tu as, et il y a toujours un travail manuel aussi derrière de personnes. C'est ça, il y a des choses sur mesure. Nous, on est en train de regarder Gleanly, qui est en version bêta pour le moment. Donc on les a rencontrés, on va faire une petite version d'essai. Ce qui est bien, c'est que nous, ils agrègent déjà pas mal de sources qu'on a. D'accord. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après il y a un Zapier derrière aussi qui permet facilement de faire des choses et de relier aux outils que les équipes ont. Mais pour l'instant on est encore à tâtons, on compare, on rencontre des gens, on va tester des choses étape par étape et on verra si ça correspond vraiment aux besoins. Mais c'est vrai que les boîtes font du bricolage aujourd'hui. C'est ça. Il n'y a pas un outil. Et un bel outil développé par France Télévisions. Ils ont pris la parole il y a un peu moins d'un an. Avec Coda qui permet de faire plein de choses sur mesure et de se créer son propre framework. C'était assez intéressant. Comment tu écris Coda? CODA. Et si, je t'enverrai quelques sources. Oui, je veux bien. C'est tellement compliqué de trouver c'est un vrai enjeu. Toutes les boîtes sont en train de se poser la question, personne n'a un truc qui tire la route. On y travaille dessus là, en ce moment. Le repository dont tu parles, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le Design Hub. Oui, c'est ce que j'ai reconnu dans ce exactement. Donc nous on mixe aussi ce type d'outils avec notamment Confluence. Après, nous c'est une situation particulière puisqu'on est essentiellement sur du B2B ou sur un terrain opérationnel. Donc les utilisateurs finaux c'est des opérateurs sur site, c'est des interlocuteurs en B2B. Donc déjà on a des difficultés d'accès à ces utilisateurs en fonction des intermédiaires qu'on peut avoir. Donc on n'est pas du tout dans de l'exploration systématique, on a des opportunités et parfois qui sont rares, donc c'est un peu notre pain point. Et après sur le repository en tant que tel, on est en train de le construire. Après, ce que je veux rajouter, c'est qu'on a à peu près les mêmes, c'est assez similaire à ce qui se passe chez toi. Il y a aussi une question de comment aussi on crée le réflexe chez les designers de consacrer du temps à ça. Parce que moi, historiquement, comme chacun est un peu dans son couloir de nage, parce que chacun est dans une équipe produit avec des enjeux très différents, des utilisateurs finaux très différents, chacun traitait jusqu'ici ses insights un peu dans son coin avec ses propres outils. Voilà, donc déjà de mettre tout ça en commun, c'est un effort. Et puis ensuite de créer des réflexes pour abandonner les anciens et collectivement s'aligner sur le même combo d'outils, on va dire, pour
va parler de bricolage, il y a aussi une question de ça, ça changement Oui. culturel, ne Ça, serait-ce c'est la que diffusion encore. pour l'équipe en Ouais. tant que telle. Donc, on n'y est pas encore. Hein. Maintenant, il y a vraiment des équipes, il y a le marketing régulièrement produit qui a le réflexe d'aller nous voir et dire on aimerait bien faire tel type d'enquête, de recherche. Il y a encore il n'y a pas longtemps des équipes sur place sur les lieux de vacances qui viennent nous voir aussi. On a des nouvelles offres qu'on aimerait bien tester, comment on s'y prend, qu'est-ce que vous conseillez. Et du coup, on collabore réellement. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce côté diffusion qui a réussi à se passer. Mais après, c'est passé par le biais d'avoir des sponsors, les bonnes personnes aux bons endroits, commencer à s'étendre petit à petit, montrer en fait, tout ce que ça apporte dans ce qu'on fait. On en Et, revient au sujet de départ, la valeur. Voilà, c'est ça. Il faut leur montrer, voilà, il y a ça qui s'est passé. Et après, en interne, on a commencé à communiquer de plus en plus, une fois que on commençait à avoir vraiment des résultats, que ça fonctionne, que ça tourne bien ce qu'on a mis en place. Et là, quand je vois régulièrement des retours de personnes qui demandent justement à faire plus de recherche, c'est une petite victoire et ça fait plaisir à entendre. Maintenant, ça donne que espoir à ce que ça grandisse encore plus, c'est vraiment dans les réflexes de tous. victoires. C'est ça. Ouais, quand il y a quelqu'un sur un parc qui dit ça, les personnes de marketing qui quasiment tous les mois font une demande, on a commencé d'abord à interroger, on a fait des interviews, maintenant on va tester à une petite échelle un nouveau service avec des personnes, puis on va de nouveau les interroger. Il y a vraiment une belle approche qui commence à naître sur des choses qui ne sont pas du digital, c'est pas des designers, mais on travaille tous ensemble, on collabore, on arrive à créer quelque chose qui a du sens, il y a plus de valeur derrière. Pour terminer, ce que j'aimerais bien, c'est que chacun d'entre vous, si vous deviez résumer en une phrase, pour vous, c'est quoi une practice design? C'est une practice design, c'est une practice globale de recherche, de parcours et puis une partie visuelle et tangible. Mais il faut que ça soit, moi à mon niveau, c'est déjà très important parce qu'on focus souvent que sur la dernière partie, la pointe de l'iceberg. Mais Tout ce qui est en dessous moi, est je reste basique et c'est voilà. Comme toi, moi je dirais le terrain, pas que les interviews, parce que les gens ont une émotion sur l'interview qui peut fausser notre interprétation. Donc de l'observation, de l'immersion et analyser la réalité pour en détecter une opportunité et quelque chose, sinon on est hors sol. Donc le terrain. Moi, je m'entends plus dans l'aspect transversal, plus que sur l'expertise en tant que telle. C'est essentiellement développer un savoir-faire commun, un langage commun en matière de design, et puis anticiper collectivement l'avenir du métier, la façon de le faire ensemble. Mais c'est la même chose que ce que tu dis, je paraphrase totalement. Un ensemble de process, de méthodes issues d'une culture centrée sur l'utilisateur, effectivement, et c'est un travail. C'est un travail continu. Je ne dirais pas beaucoup plus et mieux que ce qui vient d'être dit finalement. Merci beaucoup. Merci à vous, à très vite. Au revoir public. Merci de ce côté-là.